Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 octobre 2024. Il est un peu moins de 6 heures. Bon, je me suis posé la question, mais bon, j'ai répondu quand même de savoir si j'allais faire un weekly review aujourd'hui, parce que voilà où on est actuellement. Et moi, je considère que tant que cette compression-là n'est pas résolue, on va un peu s'embêter en fait. Et j'ai un petit peu peur de me répéter. Alors bon, je vais meubler, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire des imitations, par exemple. Il y en a quelques-uns que j'ai bien, là, parmi les traders. Lui, par exemple, lui, je l'ai pas mal. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Tiens, bon, on peut faire un petit jeu. Ça va me meubler un petit peu le temps, par exemple. Est-ce que vous le reconnaissez, lui? Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Lui, je l'ai bien aussi. J'ai passé pas mal de temps à l'écouter. Qu'est-ce que je peux vous faire encore? Ah, on y va? Allez, bonjour à toutes et à tous. Ouais, pas mal aussi, hein. Lui, je sais pas si vous allez le reconnaître. Et là, clairement, on a un mouvement latéral. Donc, c'est qu'il se prépare quelque chose. Ah, c'est un peu plus dur, lui. Et alors, le dernier, à mon avis, lui, je pense que je pense que vous allez l'avoir facilement. Et si le pire était derrière Bitcoin? Ah ouais, lui, je l'ai bien, je pense. Bon, spectacle, hein, d'ici 2025, j'en ai ajouté quelques-uns, et puis évidemment, mais bon, après, c'est pour les anglophones. Good folks, welcome back. J'ai même réussi à avoir un peu le son de micro, pour blague à part. Pour revenir donc sur notre ami Bitcoin, en gros là, on voit bien que ça joue un petit peu au chat et à la souris, et que on commence, je vais agrandir un petit peu ici, on commence quand même à déceler une sorte de, alors là c'est au doigt mouillé, hein, mais une espèce de point de contrôle là qu'on pourrait un peu matérialiser dans cet espace là. On pourrait éventuellement un petit peu élargir, mais on voit bien que, voilà, comment il évolue et dans quel axe se situe la compression. Ça, c'est une compression que j'ai dû dessiner il y a 2 ou 3 semaines, hein. Là, je suis sur une charte en 4 heures, bon, même si je passe en daily. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous parle pas de wedge, je sais pas quoi, je fais pas de chartisme. J'ai essayé, il y a quelques années, j'ai essayé d'en faire, ça m'a pas réussi, à vrai dire. Donc, j'ai jamais réussi à dégager un modèle profitable avec le chartisme. Donc toutes ces figures-là, pour moi, c'est à peu près du même registre que quand tu regardes le ciel et que tu vois un hippopotame et tu dis «Ah tiens, un hippopotame». Mais ça va pas plus loin. Par contre, les mouvements de prix, comment ils se situent par rapport aux mouvements de prix passés, et évidemment, et là je pense que je vais rejoindre quand même beaucoup d'entre vous, ce qui va quand même importer, ce sont les points d'intérêt. En l'occurrence, on en a deux, hein, les points d'intérêt. On a les sell side, les buy side, et à l'intérieur de ça, on va avoir des inefficiences. Et voilà vers quoi le prix a de toute façon tendance à se diriger. D'autant plus lorsqu'on parle d'assets qui sont collatéralisés sur les marchés futurs. Parce que là, en fait, on ne traite pas l'asset en question. On spécule sur sa hausse ou sur sa baisse, la plupart du temps avec levier. Donc, l'argent du beurre, en l'occurrence, elle se fait sur les prises de profit, mais également sur les prises de stop, de stop loss, et également sur les liquidations. C'est-à-dire qu'il faut des transactions pour que ces marchés soient profitables pour quand même le principal acteur qui génère du profit grâce à tous ces mouvements, c'est-à-dire les principaux acteurs, ce sont les brokers. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire, mais ça veut juste dire qu'il faut quand même adopter à l'instant T, pour ceux qui veulent faire notamment de l'intraday, plutôt une stratégie de range qu'une stratégie directionnelle. Et on voit bien parce que, en fait, lorsqu'on est dans un contexte comme ça de compression, de consolidation, c'est très compliqué d'anticiper la vocation d'un mouvement de prix. Et on l'a vu quand même à plusieurs reprises. On l'a vu par exemple ici. Là, on est quand même sur un influx qui était haussier, avec la création d'une inefficience. Et c'est vrai que cet influx, beaucoup, dont moi, se sont dit, la prochaine étape, voilà, elle est ici. C'est cette buy side sur ce point pour aller venir terminer le travail de cette inefficience et pouvoir, pourquoi pas, aller regarder un point sur lequel on est beaucoup à s'être fait avoir, ce relative equal high ici. Eh ben non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut même constater, c'est que, alors là ici c'était cet été, au mois d'août, hein, c'est que le prix il s'est arrêté à un endroit qui est quand même étonnant, hein. C'est un petit peu au milieu de nulle part. Par contre, ce qu'on peut observer, si je reviens ici sur le 23 août 2024 à 16 heures, si je vais
sur le Nasdaq, sur les marchés futurs, ah bah là oui, là ça a du sens. On vient ici combler un gap imbalance. En l'occurrence ici, je pense que c'est un New Day Opening Gap. Oui, donc on voit bien ici, ouverture 18h, fermeture 17h, donc New Day Opening Gap. Et là, le marché, il opère un réversal. C'est pour ça que je radote un petit peu, mais en même temps, c'est aussi comme ça que la pédagogie rentre, hein, d'avoir toujours, alors, si vous avez un peu d'argent, 2 écrans, ou alors un écran splitté, ou un layer éventuellement, comme je peux l'avoir ici, un layer qui va vous permettre d'afficher la charte de Bitcoin en bas ou en haut, comme vous voulez, et en haut, la charte du Nasdaq. Alors, si vous avez la chance ou un abonnement qui vous permette d'avoir les datas en temps réel, moi je vous conseille quand même d'avoir plutôt que le CFD là sur Oanda, d'avoir la charte des marchés futurs sur le CME, qui est quand même beaucoup plus précise et qui montre certaines inefficiences que certains CFD ne montrent pas. Et vous allez voir que à certains moments, sans vraiment comprendre pourquoi, on va avoir des mouvements de Bitcoin qui vont être un peu surprenants. Mais par contre, lorsqu'on met ça en lumière avec la lecture d'un indice comme le Nasdaq, je ne vais pas trop regarder sur le SP500 parce que je vois pourquoi je le ferais, parce que je trouve que ici la corrélation elle est tellement elle saute tellement à la figure que pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder. Par contre, j'ai un autre layer où là je vais regarder effectivement la corrélation négative où je vais interroger plutôt, on va dire, la corrélation négative entre le dollar et les 3 principaux indices américains, en l'occurrence le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Et là, on va pouvoir observer quand même des choses très intéressantes. Mais bon, ça c'est une autre question. Peut-être que je ferai une vidéo sur les divergences SMT plus tard. Mais ça serait quand même très présomptueux de dire que j'aurais quelque chose à apporter à ce que des gens comme ICT notamment ont pu développer. Donc je vous renverrai plutôt vers les mentorats de ICT pour étudier ces questions-là. La barrière de la langue, maintenant, c'est plus un problème. Vous pouvez très bien activer la traduction. Ça se fait très bien. Donc, voilà, pour revenir à Bitcoin, bah, voilà le contexte dans lequel on se trouve. Hein. Alors, bon, là, j'affiche la charte de Bybit parce que c'est celle que je trade plutôt en ce moment, mais bon, vous pouvez afficher celle que vous voulez, vous aurez à peu près les mêmes mouvements de prix. Compression. La seule chose qu'on peut éventuellement, sur laquelle on peut spéculer, c'est que si on admet que cette caractéristique temporelle dont je vous ai déjà parlé est respectée, on pourrait être pas loin d'une résolution. Donc je le rappelle, hein, vous avez statistiquement pas mal de chances. J'ai pas de data précise à vous donner là-dessus, mais c'est vraiment de l'empirique, que cette compression trouve sa résolution dans un intervalle de temps, si vous dessinez un triangle comme ceci, autour des 80%. Alors, ça peut être un peu avant, un peu après, mais voilà, ça donne en gros une estimation, et ce qu'on peut voir, c'est que ça nous amène potentiellement jusqu'à la fin du mois d'octobre, sachant qu'il faut quand même pas oublier que on est ici au bout de ce triangle-là, on arrive sur les élections américaines. Là, ici, je vais plutôt m'adresser aux investisseurs, c'est-à-dire que en gros, si vous êtes plutôt optimiste, haussier sur le Bitcoin, et si vous pensez que Bitcoin est plutôt voué à aller vers une continuation haussière, hein, si je me mets en logarithmique, voilà ce que ça nous donne. À ce moment-là, tout ce qui va venir visiter le bas de ce range, c'est plutôt quelque chose qu'on va avoir tendance à acheter. Pourquoi pas avec cette fameuse martingale ou le setup dont je vous avais parlé dans le salon VIP, qui est le Davy Crockett. On va moyenner le prix à la baisse, et puis après, on va essayer d'accompagner un flux si ce flux se confirme. Et éventuellement, on va définir un point d'invalidation, c'est chacun de définir lequel. Voilà. Et ensuite, si vous êtes plutôt baissier, tout ce qui va venir rejoindre le haut de cette surface, vous allez plutôt chercher à le revendre, ou éventuellement, si vous êtes exposé à Bitcoin, à vous hedger dans ces zones, parce que pour l'instant, on n'a aucun moyen, là, vu ce que nous développe l'action du prix, de savoir la direction qu'il va prendre. Et maintenant, si vous faites de l'intraday, faut bien garder en mémoire qu'on est dans un environnement depuis plusieurs semaines qui est de l'ordre du seek and destroy. Pareil, je vous renvoie vers les vidéos d'ICT si vous voulez développer ce concept. Donc, où le prix ne prend pas vraiment de direction. Vous voyez que on est sur quelque chose c'est de la dent de scie, quoi. Et voire même, c'est assez rare qu'on puisse observer de réelles résolutions, c'est-à-dire des prises de stop importantes comme les high weekly, les low weekly, les high monthly. Je reviens pas sur la charte si d'ailleurs, en même temps que je le dis, je reviens dessus. Mais bon, la charte en trimestriel, où là, on dit bien, c'est bien clair, hein. Voilà le dernier trimestre, Q3. C'est on ne peut plus clair.
Et si on regarde bien, pour l'instant, le début de Q4, il a exactement la même gueule que Q3. Là on peut pas parler de doji parce qu'on a besoin de plus d'amplitude sur la mèche, mais en tout cas, là actuellement, voilà le travail du prix. On voit que pour l'instant, on est exactement dans le même registre. Donc c'est cette détermination, à quel moment elle va se faire. On peut voir qu'ici, il y a quand même une grosse partie du job qui a été faite, de rééquilibrage ici. Mais bon, non seulement il reste un peu de place ici, c'est-à-dire entre les 45 000 et les 48 000. Alors, est-ce que le marché a besoin de donner un petit coup de pied dans la fourmilière avant de se déterminer dans un sens haussier? Peut-être. Et sachant que si ça suffit pas du tout mon hypothèse privilégiée, mais il faut quand même pas l'écarter. Voilà ce qu'on a ici en dessous, où là on a une efficience quand même importante qui n'a pas été visitée, entre les 32 000 et les 38 000. Moi, mon credo, ce dont je suis de plus en plus convaincu, c'est que on a ici le point de rendez-vous, probablement pour le prochain bear market. Et si on regarde un peu l'action du prix, et surtout comment le Bitcoin a pu se comporter lors des précédents cycles, on a, à mon avis, ici un point qui serait un bon point de rendez-vous pour un bear market, en admettant que, évidemment, on y arrive pas tout de suite, mais qu'on y arrive dans quelques mois ou quelques années. Voilà, mais en tout cas, cette zone-là, ça reste encore open bar, je pense. Je suis pas en train de dire qu'on va y aller, mais en tout cas, il faut pas du tout écarter ça lorsque vous faites vos plans de trading. Si vous balayez d'un revers de la main tout de suite cette possibilité et que vous ne l'intégrez pas dans votre risque, vous mettez votre capital en danger. Faut surtout pas l'écarter. Donc voilà, là on parle vraiment juste d'action du prix. Je trouve que c'est quand même assez clair aussi lorsqu'on affiche la charte de Bitcoin en monthly. Voilà, on voit bien si j'enlève les mèches, je sais pas si vous amusez à faire ça de temps en temps. Voilà, on va enlever les mèches et regarder ce que ça donne. Voilà. Et donc ce mouvement de cette action du prix ici, on peut la faire remonter au mois de mars dernier. Et on voit bien ici impulsion, consolidation, manipulation, expansion, et on vient prendre une zone de buy side, ici en l'occurrence l'ancienne ATH. Et bon, là j'ai pas beaucoup d'historique, mais vous pourrez constater que c'est quelque chose qui est pas... alors on peut pas anticiper quand, mais on peut anticiper tout à fait anticiper comment. À chaque fois qu'on a une impulsion, après on a une zone de consolidation, ensuite on a une manipulation, et après on a un influx. Et là en l'occurrence ici on a eu un reversal, et là, voilà, ça paraît... Regardez la forme que ça prend, quand je compresse un peu là, la variable temporelle, voilà où on est actuellement. Donc ça permet de prendre un petit peu de recul quand même. Donc c'est compliqué de se déterminer. C'est compliqué de se déterminer, et si on regarde bien l'action du prix sans les mèches, c'est pas du tout déconnant de se dire, si Bitcoin devait aller plus haut, est-ce qu'il n'y a pas encore un petit peu de place, un peu de travail? Parce que les corps de bougie, elles matérialisent un travail du prix, d'accord? Les mèches, elles vont matérialiser plutôt une action ce qu'on pourrait appeler ça une action d'élimination en fait. On vient éliminer ceux qui se sont positionnés et ont posé des stops sur ces zones de clôture ou d'ouverture. Les mèches, elles font le sale boulot en fait. Donc c'est vrai qu'il est évidemment important de les afficher, mais de temps en temps, ça remet un peu les idées en place, de les enlever, de regarder vraiment le travail du prix. Établir un plan de trading, un plan d'investissement, c'est tenir compte de toutes ces données. C'est évidemment tenir compte aussi de ses convictions, on va dire. Et on a le droit d'avoir des convictions lorsqu'on est investisseur. Et je pense quand même qu'il faut en avoir, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais il y a une seule chose, et vraiment, il y a une seule chose que vous allez pouvoir complètement maîtriser à 100% dans le trading, si vous le faites bien évidemment, c'est le risque que vous engagez. Et à partir du moment où, lorsque vous réfléchissez à ce risque que vous engagez, vous vous dites « ouais, on verra bien », ou alors quand même, là, ce serait vraiment incroyable que le prix, il a ici, je ne vais pas intégrer cette possibilité dans mon trading. Là, vous mettez en danger. Alors, je sais bien qu'il y a plein d'histoires de traders qui ont fait des fortunes parce qu'ils ont pris des risques inconsidérés. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de risques, parce que les risques, ça fait partie de l'ADN du trading, mais il faut quand même ne pas écarter la possibilité que un mouvement de prix vienne complètement effacer votre ardoise. C'est-à-dire, en gros, ce que vous avez réussi à mettre de côté ou à gagner sur les marchés, parfois avec beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et que vous soyez capable de tout mettre sur la table en vous disant « ce scénario-là, j'estime qu'il a trop peu de chances pour arriver, pour que je puisse l'intégrer »,
c'est risqué. Je vais pas beaucoup plus développer parce que vous voyez bien, voilà, bon, après, il y a toujours des choses à dire, mais je remets l'action du prix en monthly sans les mèches. Ah, on pourrait même le faire en weekly. Voilà ce qu'on obtient. Et là, on peut très facilement prendre le plus haut, le plus bas ici, appliquer un ratio de Gann, et ben voilà où on se trouve en fait. Là, je parle du travail du prix, je ne parle pas des mèches, mais on se trouve pile poil à l'équilibrium. Donc un partout, balle au centre. Je ne vois pas trop ce que je pourrais dire de plus actuellement. On verra dans les market reviews cette semaine, où là, on essaiera d'étudier éventuellement des opportunités de trading, mais plus du registre de l'intraday, éventuellement de swing assez court, mais sinon, c'est difficile d'aller plus loin en fait. Voilà ce que j'ai à dire en gros. Bon, là, j'ai fait un petit peu du hors-piste aujourd'hui, mais j'essaie quand même de vous apporter du contenu, une vision, peut-être que vous ne verrez pas ailleurs. Si vous la voyez ailleurs, tant mieux, c'est que je suis pas le seul à penser ça. Il y a quand même un point que je vais regarder attentivement cette semaine. Si vous avez vu le market review, le weekly review que j'ai fait donc le week-end dernier, où je parle de la dynamique du dollar et cette corrélation presque positive qu'on peut observer entre le dollar donc. On voit bien ici, je vais pas revenir sur cette fameuse dynamique des quarterly shift, où là, c'est quand même abusé ce qui est en train de se passer. C'est presque trop simple, et ça m'inviterait même presque à me méfier de ce que je suis en train de voir. Bon, là, c'est carrément, on a l'impression que la chart, elle a tenu compte de mes graphiques. Ça, je vous rappelle que ça, ce sont des colonnes que j'ai tracées en début d'année. C'est simplement les trimestres, mais avec ce spéculat de séquence de marché, donc d'expansion, d'accumulation, de manipulation et de distribution, en tout cas d'expansion. Et ben regardez ce qui s'est passé là, je suis en weekly, c'est en daily. Le point de départ il s'est fait exactement là sur le début de ce trimestre Q4. Là où je suis particulièrement attentif, c'est donc cette corrélation presque positive entre le dollar et les risk-on. On voit ici sur le même intervalle temporel ce qu'a fait Nasdaq. Alors bon, c'est pas forcément hyper impulsif, mais ça l'est quand même. Le SP500, là, on est sur les nouveaux ATH. Le Dow Jones, et là, le Dow Jones, ce sont les valeurs industrielles. Est-ce que je pense que cette impulsion-là n'est peut-être pas étrangère à ce qui se passe au niveau géopolitique là depuis quelques semaines. Moi, j'étais plutôt parti de l'hypothèse que la dynamique actuelle du dollar était peut-être plus le fruit d'un mouvement sur l'euro qui, je le rappelle, occupe presque 60% de pondération sur cet indice. Le DXY ou DX1, c'est le dollar contre le reste du monde, en l'occurrence contre 6 devises. Je vous ai déjà indiqué, donc l'euro à 60%, on a le yen, ensuite on a la livre sterling, la couronne suédoise et le franc suisse. Et si on regarde bien la dynamique de l'euro contre le dollar, voilà ce qui s'est passé. On n'est même pas, ce qui est assez surprenant, mais on n'est même pas venu prendre ici ce previous yearly high, 1,12, presque un 13 en fait, 1,128, mais par contre le prix il a opéré ici une réaction sur cet order block là, sur cette FVG qui est ici en daily. Donc on va bientôt arriver à un point de retest ici, sur cet order block haussier, et en admettant qu'on vienne le travailler, on pourrait tout à fait ici avoir une réaction à minima de consolidation, voire pourquoi pas de repricing de cette CB. Mais après, où est-ce que ça va nous emmener? Et cette semaine, ce que j'ai pu noter, c'est que sur l'euro, on va avoir quand même des news très impactantes, et notamment les taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Tout ça, c'est jeudi. La journée de jeudi, elle va peut-être nous réserver des surprises. Donc il va bien falloir être attentif ici, d'autant que bon là sur les news américaines, le core retail sales, unemployment claims, en règle générale c'est pas quelque chose qui va générer beaucoup de volatilité. Par contre là, ici, donc 8h15, c'est-à-dire ça fait 14h15 heure française et puis 14h45 au niveau européen, ça pourrait avoir un impact, en admettant que ça ait un impact du coup par ruissellement on va dire, sur la dynamique du dollar. Ce qui fait qu'on pourrait tout à fait ici observer, pourquoi pas, un petit influx baissier là dans cette semaine, et ce qui serait en termes d'action du prix normal, qu'on ait à minima un swing qui vienne par exemple au moins retester là toute cette jambe haussière. Et par contre, une baisse du dollar dans ce contexte-là, dans ce contexte haussier sur les risk-on, pourra avoir un impact sur les risk-on, et en l'occurrence pourra avoir un impact assez impulsif, et pourrait tout à fait, cette semaine, à partir de jeudi, vendredi, ou peut-être la semaine d'après, avoir un impact sur le comportement du Bitcoin qui pourrait
choisir cet instant-là pour enfin sortir de cette compression. Et auquel cas, ça pourrait se matérialiser par un influx haussier. Là où il va falloir faire attention, c'est que si c'est effectivement ce qui est prévu, et si c'est ce que le marché, notamment avec certains insights, prévoit d'engager, un influx haussier pourrait être précédé en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, par une prise de stop qui nous amènerait plutôt vers le sud. Voilà, donc déjà, on a ici des zones de stop qui sont assez évidentes. On voit bien là en H1, et on a toute cette impulsion ici qui n'a pas été repricée entre les 60 900 et les 62 290, 62 300. Quelque part, moi je serais presque rassuré qu'on attaque la semaine par le retravail de cette zone. Ça pourrait tout à fait augurer de quelque chose d'impulsif sur la fin de semaine. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie action du prix. Je pense que j'ai été suffisamment clair sur mes points d'attention. C'est sûr que ce contexte-là, encore une fois, je vends un petit peu enfin d'ailleurs, je vends rien, mais les produits qu'on est en train de développer avec le copy trading là sur le trône, là, ils sont, en tout cas pour la partie LIM, particulièrement adaptés à ce genre d'action du prix. Une action du prix comme ça, un peu choppy. Et c'est vrai que ça se traduit lorsque vous allez sur les résultats journaliers des bots LIM. Donc là, on est sur le spot, par des prises de profit tous les jours, on en a. Tous les jours. Alors, c'est pas forcément des grosses prises de profit parce que les bots n'engagent pas forcément toute leur liquidité. Mais bon, après, j'ai bien compris que parfois, pour certains, notamment les plus inexpérimentés, ça pouvait être un peu flippant de voir le bot engager tous les paliers parce que bon, c'est des bots qui ont besoin d'à peu près de $3000 pour engager tout ce qu'il faut. Et notamment ceux qui gèrent pas bien leurs risques et pour qui $3000 représentent une partie significative de leur portefeuille d'investissement, ça peut être un peu angoissant. Ça, je peux le comprendre. J'ai pas de solution à ça. La seule solution que je peux vous donner, c'est de ne pas vous engager sur ces bots. Mais si vous le faites en connaissance de cause, sachant qu'il y a quand même 2 paramètres à bien intégrer. C'est que 1, on est sur du spot. 2, il n'y a pas de stop loss. Et 3, tous les bots LIM ont été backtestés depuis le plus loin qui est possible, certains depuis 2018, et il n'y a pas un seul exemple depuis 2018 d'un bot qui sur une itération ne soit pas venu prendre ses profits. On a des exemples de drawdown qui sont assez longs, qui peuvent durer parfois plusieurs semaines, mais à aucun moment c'est arrivé que le bot ne vienne pas prendre ses profits et soit resté en drawdown plus de quelques mois. Ça n'est jamais arrivé. Donc il faut juste patienter. Je sais bien que la patience, des fois, c'est un problème, c'est presque un problème de société avec les réseaux sociaux, avec TikTok, où on veut avoir tout de suite, rapidement. Mais ce bot-là, s'il y en a bien un dont je suis convaincu de l'efficience, de l'efficacité, de la profitabilité, c'est celui-là. Je ne dis pas que c'est le seul produit d'investissement qui permette ça, mais en tout cas, celui-là est un produit d'investissement de choix parce qu'il tire profit de caractéristiques de l'écosystème crypto que maintenant on connaît bien. Donc welcome, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez nous rejoindre, il y a tous les liens en description. Il y a d'autres bots qui sont actuellement en développement. Pour l'instant, on est sur une phase pilote pour un bot qui s'appelle le SPT, dont je vous parlerai prochainement, et d'autres qui vont arriver là d'ici la fin de l'année, je pense. Allez, une dernière petite imitation pour ceux qui vont le reconnaître, parce que lui, il fait pas de vidéo publique, mais ceux qui sont élèves du trône vont le reconnaître. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, au choix. Ciao, ciao!